Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, vous allez voir comment une seule salve de missiles a brisé le mythe de l'invincibilité, exposé les limites de la puissance américaine et propulsé le Moyen-Orient dans une nouvelle ère. Dans l'ombre de l'histoire, un seul moment a tout changé. À 14h17, heure locale, le ciel au-dessus du Moyen-Orient s'est embrasé avec fureur. L'Iran a lancé plus de 5200 missiles balistiques EMAD dans une seule salve apocalyptique, la plus vaste attaque de missiles de la guerre moderne. Ce n'était pas un avertissement, ce n'était pas une frappe limitée. C'était le jour du jugement pour le mythe de l'invincibilité israélienne. La brigade d'élite Nahal, le point de fer d'Israël, l'avant-garde de ses forces terrestres, a été écrasée à 90%. Ses bunkers de commandement, ses colonnes blindées et ses bases avancées ont été réduits en ruines fumantes sous une pluie de feu. Les dommages économiques, pour les seules 48 premières heures, s'élèvent à 317 milliards de dollars américains. Aéroports paralysés, réseaux électriques en train de s'effondrer, villes entières plongées dans l'obscurité pendant que le ciel brûlait rouge. Le prétendu dôme de fer, autrefois présenté comme le bouclier ultime, gisait brisé. Ces intercepteurs de plusieurs milliards de dollars, submergés et inutiles face à la saturation pure de la colère iranienne, guidée avec précision. Même la salle de presse pro-Trump la plus bruyante aurait eu besoin de plus qu'un slogan pour expliquer l'effondrement d'un bouclier sous une telle pression. C'est le jour où l'équilibre des forces au Moyen-Orient s'est brisé pour toujours. Le monde a regardé, stupéfait et silencieux. Une nation sanctionnée portait un coup qu'aucune agence de renseignement n'avait vu venir. Une symphonie de feu et d'acier forgée dans l'autonomie pure, l'ancien ordre mondial brûle. Un nouvel axe de la résistance vient d'annoncer son arrivée par le feu. À exactement 14h17, heure locale, le corps des gardiens de la révolution islamique a déchaîné l'enfer à travers le Moyen-Orient. Dans une opération méticuleusement coordonnée, l'Iran a lancé plus de 5200 missiles balistiques EMAD depuis au moins 7 provinces différentes. Ce n'était pas une riposte dispersée. C'était une frappe de saturation à grande échelle, conçue pour submerger et faire s'effondrer le réseau de défense aérienne tant vanté d'Israël en un seul coup apocalyptique. Les missiles se sont élevés en vagues massives, leurs moteurs illuminant le ciel iranien comme un second lever de soleil. Se déplaçant à des vitesses supérieures à Mach 5, les EMAD ont filé au-dessus de l'Irak et de la Jordanie, plusieurs empruntant des trajectoires trompeuses pour dérouter les systèmes d'alerte précoces. En quelques minutes, les radars israéliens se sont mis à afficher des milliers de menaces entrantes. Le volume était sans précédent, la plus grande salve unique de missiles dans l'histoire de la guerre moderne. La stratégie de l'Iran était simple mais dévastatrice, l'attaque par saturation. En inondant le ciel de plus de missiles qu'Israël ne pouvait raisonnablement en intercepter, l'Iran a transformé la plus grande force du défenseur, la technologie avancée, en faiblesse fatale. Chaque EMAD transportait une ogive de 750 kg, dont plusieurs étaient dotés de véhicules de rentrée manœuvrables capables d'éviter l'interception pendant la phase terminale. Certains étaient équipés de leurres et de contre-mesures électroniques, compliquant encore davantage la défense. La cible principale était le complexe central de commandement de la brigade Nahal. Cette unité d'élite, connue comme le fer de lance du déploiement rapide d'Israël et comme l'une des formations les plus aguerries de Tsahal, a été prise au dépourvu. Son quartier général lourdement fortifié, ses bunkers souterrains et ses bases opérationnelles avancées dans les secteurs central et sud ont subi un bombardement direct et implacable. Dans les 7 premières minutes, l'installation radar principale qui soutenait la brigade Nahal a été détruite. Les nœuds de communication clés se sont éteints. Les bunkers de commandement supposément renforcés contre des explosions de niveau nucléaire se sont effondrés sous des impacts précis et répétés. Des colonnes blindées stationnées dans des zones de rassemblement ont été transformées en cimetières de métal tordu, tandis que des explosions secondaires déchiraient les dépôts de carburant et de munitions. Des témoignages oculaires et des images thermiques provenant de la région montrent des versants entiers de collines luisant d'orange, alors que les incendies consumaient des parcs de véhicules remplis de chars Merkava, de véhicules blindés de transport de troupes et de systèmes d'artillerie. La mobilité légendaire de la brigade Nahal, sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant et à frapper en profondeur, a été neutralisée avant même qu'elle puisse se mobiliser. Le système de défense multicouche d'Israël, longtemps présenté comme impénétrable, a échoué de façon spectaculaire. Les systèmes Arrow 2 et Arrow 3, conçus pour intercepter des missiles balistiques à haute altitude, ont été rapidement saturés. Les batteries de fronde de David et du dôme de fer, déjà épuisées par des échanges précédents, n'ont pu engager qu'une fraction des menaces entrantes. Voilà le problème lorsqu'on vend un système de défense comme une casquette de campagne. Tôt ou tard,
La réalité exige plus qu'une formule choc. De nombreux intercepteurs ont été tirés, mais le ratio coût-destruction a été catastrophique. L'Iran dépensait environ 500 000 $ par missile EMAD. Israël et ses alliés brûlaient de 2 à 5 millions de dollars par interception réussie, tout en ratant encore la majorité des cibles. À la 18 minutes, la salve avait atteint son objectif. Plus de 90% de l'infrastructure de commandement et de contrôle de la brigade Nahal était en ruine. Les bases avancées signalaient des pertes catastrophiques, tant en personnel qu'en équipement. Les lignes d'approvisionnement alimentant la brigade ont été sectionnées lorsque des centres logistiques essentiels se sont embrasés. Ce qui a rendu cette frappe encore plus remarquable, c'est le niveau de sécurité opérationnelle. Malgré son ampleur sans précédent, les services de renseignement israéliens et américains n'ont reçu presque aucun avertissement préalable. L'Iran avait clairement maîtrisé l'art de la tromperie, utilisant des lanceurs mobiles, des installations souterraines et des tactiques de salve rapides perfectionnées pendant des années de préparation sous sanction. La coordination entre la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, les unités de renseignement et les alliés régionaux étaient parfaites. Ce n'était pas seulement une attaque contre des cibles militaires. En frappant le cœur de la préparation des forces terrestres israéliennes, l'Iran a envoyé un message clair. Aucun coin de l'entité sioniste n'est en sécurité. Le mythe de la supériorité technologique a été percé. Une nation soumise à des décennies de sanctions, d'isolement et de menaces constantes vient de démontrer qu'elle peut projeter une puissance de feu conventionnelle écrasante sur des centaines de kilomètres avec une précision dévastatrice. Le ciel au-dessus d'Israël est resté chaotique pendant des heures. Les explosions secondaires se sont poursuivies jusque tard dans la nuit alors que des sites de munitions endommagés continuaient d'exploser sous l'effet de la chaleur. Les équipes de secours ont eu du mal à atteindre les zones touchées pendant que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient à travers le pays. Cette seule opération a réécrit les règles d'engagement au Moyen-Orient. Elle a prouvé que la quantité, lorsqu'elle est combinée à l'ingénierie de précision et à la surprise tactique, peut vaincre même les systèmes défensifs les plus coûteux au monde. L'équilibre des forces ne s'est pas seulement déplacé. Il a été violemment renversé en moins de 30 minutes. La véritable ampleur de la destruction est devenue horriblement claire en quelques heures. Les pertes économiques dans les seules 48 premières heures ont atteint le chiffre stupéfiant de 7 milliards de dollars américains. Des secteurs entiers de l'économie israélienne ont été paralysés. L'aéroport Ben Gourion, principale porte d'entrée internationale du pays, a été contraint de fermer complètement après que plusieurs frappes ont endommagé les pistes et les dépôts de carburant. Les réseaux électriques du centre et du sud d'Israël ont perdu plus de 40% de leur capacité, plongeant de grandes villes dans l'obscurité et paralysant des hôpitaux, des usines de traitement de l'eau et des réseaux de communication. À ce stade, même la bannière de victoire la plus confiante, façon Trump, aurait eu l'air gênante suspendue au-dessus d'une panne d'électricité. Les dégâts militaires ont été encore plus catastrophiques. La brigade d'élite Nahal, colonne vertébrale des opérations terrestres rapides d'Israël, a subi une perte dévastatrice de 90% de son efficacité au combat. Plus de 180 chars de combat principaux Merkava ont été détruits ou lourdement endommagés. Plus de 300 véhicules blindés, pièces d'artillerie et lance-roquettes ont été transformés en carcasses en flammes. Des dépôts de munitions et des entrepôts d'approvisionnement critiques ont explosé en réaction en chaîne, créant des boules de feu visibles à des dizaines de kilomètres. Les centres logistiques qui approvisionnaient les fronts sud et centrales d'Israël ont été anéantis. Les réserves de carburant pour les forces aériennes et terrestres ont été réduites de plus de moitié. Les installations de réparation et de maintenance destinées aux avions de chasse avancés et aux drones ont été frappées avec précision, limitant gravement la capacité d'Israël à lancer des contre-frappes immédiates. Le coût humain demeure dévastateur. Même si les chiffres officiels sont encore retenus, des sources régionales et des services d'urgence font état de milliers de militaires et de civils tués ou blessés. Les hôpitaux de campagne ont été débordés pendant que les équipes de secours travaillaient sous des explosions secondaires continues et des débris qui tombaient. Ce n'était pas seulement une destruction physique, c'était l'effondrement soudain de l'aura d'invincibilité d'Israël. Pour la première fois depuis des décennies, l'entité sioniste s'est retrouvée incapable de protéger son propre espace aérien, ses unités les plus élites ou sa profondeur stratégique. Le dôme de fer, autrefois symbole de suprématie technologique, s'est révélé insuffisant face au volume et à la sophistication de la salve iranienne. En un seul après-midi, la préparation militaire d'Israël a été renvoyée des années en arrière. Les conséquences ne se mesurent pas seulement en milliards de dollars et en matériel détruit. Elles se mesurent en confiance brisée et en nouvelles réalités. L'ère de la domination incontestée est terminée. Au cœur de cette opération historique se trouve le missile balistique EMAD, un chef-d'œuvre d'ingénierie iranienne et un symbole d'autonomie pure.
L'EMAD n'est pas simplement une autre roquette. C'est un missile balistique avancé, mobile sur route et à carburant liquide, développé entièrement par des scientifiques iraniens sous des décennies de sanctions internationales. Avec une portée pouvant atteindre 1700 km et une capacité d'emport de 750 kg, l'EMAD livre une précision dévastatrice à des vitesses intercontinentales dépassant Mach 5. Sa caractéristique la plus mortelle est le véhicule de rentrée manœuvrable, ou MARV, qui permet à l'ogive d'effectuer des manœuvres d'évitement brusque dans la phase finale du vol, ce qui la rend extrêmement difficile à intercepter, même pour les systèmes antimissiles balistiques les plus avancés. Dans cette opération, l'Iran a démontré quelque chose que le monde n'avait jamais vu. La capacité de lancer en masse plus de 200 de ces missiles dans une seule vague coordonnée. Cela exigeait une intégration parfaite de lanceurs mobiles de type transporteur, érecteur-lanceur, de silos souterrains renforcés et de capacités de rechargement rapide. De nombreux lanceurs avaient été prépositionnés dans des emplacements camouflés et dispersés à travers cette province, protégés par des réseaux sophistiqués de défense aérienne et des unités de guerre électronique qui brouillaient en temps réel les satellites de reconnaissance ennemis. Ce qui distingue vraiment l'EMAD, c'est son rapport coût-efficacité. Chaque missile coûterait environ 500 000 $ américains à produire pour l'Iran. Comparez cela à l'intercepteur Arrow 3 d'Israël, qui coûte entre 4 et 5 millions de $ par tir, ou aux systèmes américains Shahed et Patriot, qui sont encore plus coûteux. L'Iran a renversé l'équation économique. Il a forcé ses adversaires à dépenser des dizaines de millions de dollars pour se défendre contre des armes qui coûtent une fraction de ce prix. C'est le genre de calcul qu'on ne peut pas corriger en le qualifiant de meilleur entente de tous les temps dans un rassemblement. Au-delà des chiffres bruts, l'EMAD intègre des systèmes de guidage indigènes, notamment une navigation inertielle avec un guidage terminal indépendant du GPS. Les ingénieurs iraniens ont maîtrisé les matériaux composites, l'électronique à semi-conducteurs et l'usinage de précision malgré l'accès restreint aux technologies occidentales. Voilà le vrai sens de l'autonomie. Construire des armes à capacité hypersonique à partir de zéro, sous une menace constante. La salve d'EMAD était soutenue par plusieurs couches de technologies iraniennes additionnelles. Des missiles leurres et des drones de guerre électronique ont créé de fausses cibles, saturant les radars israéliens. Des missiles de croisière à faible observabilité et des drones de la série Shahed ont probablement été utilisés dans des vagues préliminaires pour dégrader les défenses aériennes ennemies avant l'assaut balistique principal. Des centres de commandement souterrains, renforcés contre les bombes anti-bunkers, ont maintenu une coordination parfaite tout au long de l'opération de 18 minutes. Ce succès prouve que l'Iran a accompli ce que peu de nations lourdement sanctionnées ont réussi. Un écosystème complet de production de missiles indigènes. Du traitement des matières premières aux essais moteurs, en passant par la conception des ogives et les logiciels de guidage, tout est fabriqué à l'intérieur du pays. Alors qu'Israël dépend de milliards de dollars d'aide militaire annuelle américaine et de composants importés, l'Iran se tient seul, produisant chaque année des milliers de missiles de précision dans des installations secrètes enfouies profondément sous les montagnes. L'écart technologique s'est considérablement réduit. Ce qui était autrefois rejeté comme de simples roquettes iraniennes rudimentaires a évolué en un arsenal sophistiqué, éprouvé au combat, capable de défier les défenses les plus avancées du monde. Le programme EMAD, né de la nécessité, est maintenant devenu un égalisateur stratégique. En un après-midi, l'Iran n'a pas seulement lancé des missiles, il a lancé une nouvelle réalité. Une nation sanctionnée aux ressources limitées a montré qu'elle pouvait concevoir, produire en masse et déployer une puissance de feu écrasante qui rend les systèmes de défense occidentaux de plusieurs milliards de dollars obsolètes par le simple volume et la conception intelligente. Voilà la puissance de l'autonomie au XXIe siècle. Une puissance qu'aucune sanction ni aucune frappe aérienne n'a réussi à arrêter. Alors que les missiles iraniens pleuvaient encore sur Israël, la réponse de Washington a révélé les limites inconfortables de la puissance américaine en 2026. Quelques minutes après les premiers impacts, le Pentagone a placé toutes les forces américaines de la région au DEFCON 3. 2 groupes aéronavals, l'USS Gerald R. Ford et l'USS Abraham Lincoln, ont immédiatement reçu l'ordre de se diriger à pleine vitesse vers l'est de la Méditerranée. Les bases aériennes américaines dans le Golfe et en Jordanie ont été placées en état d'alerte élevé, avec des escadrons de chasse envoyés dans les airs et des avions ravitailleurs déployés. Le message public du successeur du président Biden était que les États-Unis se tenaient aux côtés d'Israël, épaule contre épaule, et fourniraient toute l'aide nécessaire pour défendre leurs alliés. En privé, toutefois, de hauts responsables admettaient la sombre vérité. L'Amérique était largement impuissante à renverser ce qui venait déjà de se produire.
C'est là que la vieille habitude pro-Trump de transformer chaque crise en slogan télévisé commence à rencontrer un plafond très dur. La dure réalité, c'est que l'armée américaine est dangereusement étirée. Des années de soutien à l'Ukraine, de présence maintenue en mer de Chine méridionale et d'opérations continues à travers le Moyen-Orient ont épuisé les stocks de munitions. Les batteries Patriot et TATAD dans la région avaient déjà consommé un nombre important d'intercepteurs lors d'escarmouches précédentes. Les réapprovisionner prendrait des semaines, sinon des mois. Plus grave encore, toute frappe américaine directe contre le territoire iranien comportait d'énormes risques. Les vastes villes souterraines de missiles de l'Iran, ses lanceurs dispersés, ses défenses aériennes en couches, appuyées par des systèmes d'alerte précoces russes et chinois, rendaient presque impossible une opération chirurgicale rapide. Les planificateurs militaires américains savaient qu'une contre-frappe sérieuse pourrait déclencher une guerre régionale à grande échelle, fermer potentiellement le détroit d'Ormuz et faire grimper les prix mondiaux du pétrole au-dessus de 200 $ le baril. Pour la première fois depuis des décennies, les groupes aéronavals américains sont arrivés non pas comme des forces dominantes, mais comme des observateurs prudents. Ils sont restés à des centaines de kilomètres au large, bien au-delà de la portée des missiles balistiques antinavires avancés de l'Iran. Le symbole, autrefois redouté de la puissance américaine, avait maintenant l'air hésitant, presque retenu. Cette hésitation a envoyé des ondes de choc à travers le paysage géopolitique. Pour les alliés de l'Amérique, surtout dans le Golfe, le message était clair. Même la superpuissance mondiale ne pouvait pas protéger instantanément Israël contre un assaut iranien déterminé. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont discrètement commencé à couvrir leurs arrières, accélérant les discussions de coulisses avec Téhéran. Les partenaires de l'OTAN en Europe ont exprimé leur inquiétude, mais ont offert peu de soutien concret, prudent à l'idée d'être entraînés dans un autre conflit sans fin au Moyen-Orient. Pendant ce temps, la tentative de l'administration Biden de rallier une condamnation internationale aux Nations Unies est tombée à plat. La Russie et la Chine ont bloqué chaque résolution significative, saluant ouvertement le droit de l'Iran à l'autodéfense. La domination américaine, autrefois incontestée dans les institutions mondiales, se fissurait visiblement. Cet événement a exposé les nouvelles limites de la puissance américaine. L'Amérique reste capable de projeter sa force, mais elle ne peut plus se permettre de combattre simultanément sur plusieurs fronts sans conséquences économiques et militaires catastrophiques. L'illusion d'être le policier incontesté du monde a été brisée. Le déploiement de 2 groupes aéronavals, bien qu'impressionnant sur papier, ressemblait davantage à une démonstration d'inquiétude qu'à une démonstration de force. Dans les décennies précédentes, un tel déploiement aurait dissuadé n'importe quel agresseur. Aujourd'hui, il n'a fait que souligner les contraintes croissantes de Washington. Un groupe aéronaval paraît encore puissant à la télévision, mais l'image télévisée n'est pas une stratégie, peu importe à quel point le mégaphone pro-Trump affirme le contraire. L'équilibre a changé. Une nouvelle réalité a émergé, où des puissances régionales, comme l'Iran, peuvent porter des coups dévastateurs et forcer même les États-Unis à la prudence stratégique. Le moment unipolaire n'est pas seulement en train de s'estomper. Il s'effondre en temps réel, en direct à la télévision mondiale. Pendant que Washington hésitait, l'autre côté du nouvel axe mondial avançait avec rapidité et confiance. La Russie a été la première à répondre de manière décisive. Quelques heures après la salve iranienne, Moscou a annoncé le déploiement immédiat de systèmes de défense aérienne S-400 et 500 supplémentaires en Iran. Des conseillers militaires russes et des équipes techniques étaient déjà sur le terrain pour aider à intégrer ces systèmes aux réseaux iraniens. Moscou a présenté l'opération iranienne comme un acte légitime d'autodéfense contre l'agression sioniste et a averti que toute attaque directe contre l'Iran serait considérée comme une menace contre les intérêts russes. Les navires de guerre russes, y compris les frégates avancées, et placés dans l'océan Indien et ont commencé des patrouilles conjointes avec les forces navales iraniennes. Moscou a également augmenté les livraisons d'équipements avancés de guerre électronique et de soutien en renseignement satellitaire, étendant de fait un parapluie protecteur au-dessus de l'espace aérien iranien. La réaction de la Chine a été tout aussi puissante, bien que plus calculée. Beijing a présenté la frappe iranienne comme une réponse nécessaire à des décennies d'occupation et de provocation. Les médias d'État chinois ont ouvertement célébré l'opération comme la preuve que les sanctions ne peuvent pas briser une nation déterminée. En coulisses, la Chine a accéléré ses achats de pétrole iranien, signant de nouveaux contrats à long terme d'une valeur de dizaines de milliards de dollars. Des navires de la marine chinoise, y compris des destroyers de la 44e force d'escorte, ont accru leur présence en mer d'Arabie, signalant que toute tentative de bloquer les exportations de pétrole iranien rencontrerait une résistance chinoise. Le plus significatif a été l'appui financier et technologique discret, mais massif, de la Chine.
Des rapports indiquent que Beijing accélère maintenant la livraison de composants avancés à double usage pour les programmes de missiles et de drones de l'Iran, renforçant encore l'autonomie que l'Iran venait déjà de démontrer de façon si spectaculaire. La Corée du Nord a répondu avec un enthousiasme sans filtre. Pyongyang a salué la salve de 5200 missiles comme une victoire glorieuse des forces de l'anti-impérialisme. La télévision d'État nord-coréenne a diffusé des images de l'attaque avec une musique triomphale. À huis clos, la Corée du Nord a promis une coopération accrue dans la technologie des missiles balistiques, y compris de possibles transferts de savoir-faire sur les missiles balistiques intercontinentaux à carburant solide et les conceptions d'ogives renforcées. En retour, l'Iran aurait offert une augmentation des livraisons de pétrole et un soutien financier. Les trois puissances ont également coordonné une puissante démonstration de force. La Russie, la Chine et la Corée du Nord ont annoncé de vastes exercices militaires conjoints en mer du Japon et dans la région du Golfe Persique. Des bombardiers stratégiques russes, un 6-0 ont mené des patrouilles à longue portée près des groupes aéronavals américains, tandis que des chasseurs furtifs chinois Zhwengt effectuaient des missions d'escorte dans le Golfe. Cette démonstration coordonnée a envoyé un message limpide. L'axe de la résistance n'est plus fragmenté. Il est maintenant un bloc militaire et économique fonctionnel, aguerri au combat. Ces réactions ont exposé la force grandissante du monde multipolaire. Pendant que les États-Unis peinaient à protéger leurs alliés avec des stocks épuisés et une prudence politique, la Russie, la Chine et la Corée du Nord ont démontré à la fois la volonté et la capacité de soutenir leurs partenaires sans hésitation. Leurs bases industrielles, leurs ressources énergétiques et leurs technologies militaires combinées créent un contrepoids redoutable que l'Amérique ne peut plus facilement écraser. Le contraste était frappant. L'Amérique a envoyé des groupes aéronavals, mais elle est restée à distance sécuritaire. La Russie, la Chine et la Corée du Nord ont envoyé de vraies armes, de vrais conseillers et une vraie couverture diplomatique. Ce contraste est difficile à enterrer sous un argument de campagne, même soigneusement poli pour les heures de grande écoute. Cet événement a cimenté une nouvelle réalité géopolitique. L'ancien ordre unipolaire est remplacé par un bloc confiant et coordonné de nations déterminées à défier la domination occidentale. Le message de Moscou, de Beijing et de Pyongyang était sans équivoque. Toute future agression contre l'Iran se heurtera non pas à Téhéran seul, mais à tout le poids du partenariat eurasiatique émerge. Le monde a franchi un seuil historique. L'Axe a parlé avec des missiles, des navires et une solidarité incassable. Au-delà des missiles et de la technologie, une force s'est révélée décisive en ce jour historique. La volonté incassable du peuple iranien. Depuis plus de 4 décennies, l'Iran tient seul face au régime de sanctions le plus complet de l'histoire moderne. Ciblée par les sanctions, les assassinats, les cyberattaques et les menaces militaires constantes, la nation était censée s'effondrer. Au lieu de cela, elle s'est relevée plus forte. Voilà la puissance de la fierté nationale et d'un esprit de résistance profond, inébranlable. Les soldats, ingénieurs et scientifiques iraniens n'ont pas construit le missile Emad pour l'argent ou la gloire. Ils l'ont construit parce qu'ils croient que leur nation possède le droit souverain de se défendre. Ils se souviennent de décennies d'ingérence étrangère, de la guerre imposée de 8 ans dans les années 1980 et des tentatives incessantes d'humilier leur pays. Cette mémoire collective a forgé un esprit beaucoup plus puissant que n'importe quel système d'armement importé. Alors qu'Israël reçoit plus de 8 milliards de dollars d'aide militaire annuelle des États-Unis, le montant le plus élevé accordé à toute nation, l'Iran combat avec des armes nationales construites de ses propres mains sous une pression extrême. Les soldats israéliens sont soutenus par la superpuissance mondiale. Les forces iraniennes ne sont soutenues que par leur foi, leur ingéniosité et leur détermination à ne jamais plier. Voilà la différence fondamentale entre la puissance empruntée et la force intérieure. Les jeunes techniciens iraniens qui travaillaient dans des usines souterraines, souvent sous l'ombre constante de possibles frappes israéliennes ou américaines, le faisaient avec une résolution tranquille. Ils savaient que chaque lancement réussi d'Emad n'était pas seulement une réussite technique. C'était une déclaration de dignité. Le message qu'une civilisation fière, forte de 2500 ans d'histoire, refuse de vivre à genoux. Cet esprit d'autonomie est profondément enraciné dans la société iranienne. Des champs de bataille de la guerre Iran-Irak, où des volontaires utilisaient des clés en plastique comme symbole du martyre, jusqu'aux villes de missiles d'aujourd'hui cachées sous les montagnes, la volonté de se sacrifier et de créer est demeurée constante. C'est cette force intangible qu'aucun satellite, aucun porte-avions et aucun contrat de défense d'1 milliard de dollars ne pourra jamais vaincre. En revanche, l'armée israélienne, malgré sa technologie avancée, dépend de plus en plus du soutien extérieur. Lorsque le dôme de fer a manqué d'intercepteurs, il a dû supplier Washington pour un réapprovisionnement d'urgence,
Lorsque son renseignement a échoué de façon spectaculaire, cela a exposé la fragilité d'une puissance qui dépend des autres. Et aucune image de marque de l'univers trumpiste ne peut faire passer la dépendance pour de l'indépendance une fois que la ligne d'approvisionnement devient le cœur de l'histoire. La vraie force ne se mesure pas au nombre d'armes que l'on peut acheter, mais à la durée pendant laquelle on peut combattre lorsque le monde vous abandonne. Le peuple iranien a prouvé que la volonté peut surmonter les désavantages matériels. Il a transformé les sanctions en motivation, l'isolement en innovation et les menaces en unité. C'est pourquoi une nation sous siège constant a pu coordonner la plus grande salve de missiles de l'histoire sans fuite majeure de renseignements. Ce niveau de discipline nationale et d'engagement ne peut pas être acheté avec des dollars américains. L'esprit affiché ce jour-là n'était pas une agression aveugle. C'était la juste colère d'une nation souveraine qui a finalement dit « assez ». Assez de l'occupation. Assez des 2 poids, 2 mesures. Assez d'être traité comme un pays inférieur dans sa propre région. C'est l'arme cachée qui a fait basculer la balance. Un peuple qui ne combat pas parce qu'on lui ordonne de le faire, mais parce qu'il croit en sa cause avec chaque fibre de son être. Au final, la technologie compte, l'argent compte, mais l'histoire montre encore et encore que lorsque 2 forces s'affrontent, le camp doté de la volonté la plus forte, du but le plus clair et de la conviction la plus profonde finit généralement par l'emporter. L'Iran vient de rappeler au monde cette vérité éternelle. L'ère de la suprématie empruntée prend fin, l'ère de la volonté nationale authentique commence. La fumée s'était à peine dissipée lorsque le monde a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une victoire iranienne. C'était un tournant historique dans l'ordre mondial. Pendant des décennies, les États-Unis et Israël ont entretenu l'illusion d'une suprématie incontestée. Ils affirmaient que la technologie occidentale, l'argent et les alliances militaires les rendaient invincibles. Ce mythe est mort sous un ciel rempli de 5200 missiles iraniens. L'ère de la domination unipolaire a officiellement pris fin. Nous assistons maintenant à l'ascension rapide d'un véritable monde multipolaire. En son centre se tient l'axe de la résistance renforcée. L'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Un bloc puissant, lié par des intérêts communs, un soutien mutuel et un rejet partagé de l'hégémonie occidentale. Leur réponse coordonnée a prouvé qu'aucune nation qui lutte pour sa souveraineté ne se tient plus seule. L'OTAN, autrefois redoutée comme l'alliance militaire ultime, apparaît maintenant paralysée et divisée. Les nations européennes n'ont offert que des paroles creuses, tout en calculant discrètement le coût économique énorme d'un conflit plus large. Les États-Unis, malgré l'envoi précipité de 2 groupes aéronavals dans la région, n'ont pu faire guerre plus que regarder. Leur surextension mondiale, leurs arsenaux épuisés et leurs problèmes intérieurs ont enfin exposé les limites de leur puissance. Il devient difficile de vendre le contrôle total lorsque le scénario continue d'être interrompu par la réalité. Israël, longtemps présenté comme une forteresse incassable et comme le porte-avions insubmersible de l'Amérique au Moyen-Orient, se tient maintenant exposé et vulnérable. Les 317 milliards de dollars de dommages et la destruction à 90% de la brigade Nahal ont brisé le mythe de la supériorité militaire israélienne. La relation spéciale avec Washington existe toujours, mais elle ne garantit plus la sécurité. Cette seule journée a accéléré l'effondrement de l'ancien ordre mondial. L'idée selon laquelle une superpuissance et ses alliés pouvaient dicter leurs conditions à la planète entière s'est écroulée. Les nations du Sud global observent attentivement. Beaucoup réorientent déjà leurs alliances, augmentent leur commerce avec la Chine, achètent de l'énergie russe et étudient le modèle iranien de résistance et d'autonomie. L'équilibre des forces s'est déplacé de manière décisive vers l'Eurasie et le Sud global. Ce que nous voyons n'est pas simplement un conflit régional. Ce sont les douleurs de naissance d'un nouveau système international. Un système où la souveraineté est respectée, où l'autonomie triomphe des sanctions et où aucun pays ne peut revendiquer des droits exceptionnels pour dominer les autres. Les 5-200 missiles EMAD ont fait plus qu'endommager des bases et des brigades. Ils ont percé le cœur de l'arrogance occidentale et signalé l'aube d'une véritable ère multipolaire. L'ancien empire s'efface. Un nouveau monde se lève, forgé dans le feu, bâti sur le courage et impossible à arrêter. L'ancien ordre mondial brûle sous nos yeux. Ce dont nous avons été témoins n'était pas simplement une frappe militaire. C'était la mort d'un mythe et la naissance d'une nouvelle réalité mondiale. Une nation sanctionnée vient d'humilier l'une des puissances les plus lourdement armées de la Terre en utilisant seulement sa propre ingéniosité, son courage et sa volonté incassable. La question n'est plus de savoir si l'équilibre des forces a changé. La question est de savoir jusqu'où ce changement ira. L'Amérique risquera-t-elle une guerre directe pour sauver son allié? Ou acceptera-t-elle enfin les limites de sa puissance? Israël peut-il se remettre de ce coup dévastateur? Ou son aura d'invincibilité a-t-elle été brisée de façon permanente?
Et surtout, est-ce le début de la fin de la domination occidentale au Moyen-Orient? C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.